Voilà, donc pour poser un petit peu un cadre sur cet après-midi autour de ce sujet de la collaboration. Bon, ça marche pas. Voilà, si. Donc, effectivement, je suis à la fois professeur à EM Lyon, j'ai été directeur académique de l'école, et puis j'ai cofondé une société qui s'appelle Act for Talent, qui est dans le domaine justement de la collaboration. Mes sujets de recherche en tant que professeur portent sur la collaboration, mais dans des milieux dits extrêmes, forces spéciales militaires, sport de haut niveau, musique, etc. Comment on fait quand on est face à des dangers et des incertitudes. Donc voilà, c'est un sujet que je connais assez bien et que on va dérouler un petit peu ensemble. D'abord, en se posant la question, tiens, pourquoi il revient toujours en arrière? Voilà, il faut que je fasse comme ça. En se rappelant quand même que la collaboration, c'est finalement un attribut de la race humaine. Vous savez qu'on n'est pas les plus forts, on n'est pas les plus rapides, on n'est pas forcément d'ailleurs les plus intelligents, enfin ça j'en sais rien par rapport à la race animale, mais on a une particularité qui fait qu'on est une espèce dite dominante, c'est que quand on se met ensemble, on arrive à dégraisser le mammouth et à battre des espèces plus fortes que nous. Et donc la collaboration, c'est finalement une capacité humaine qui permet de créer des sociétés, des organisations et un certain nombre de règles du jeu qui permettent de vivre ensemble. Donc rien de nouveau sur le thème de la collaboration qu'on redécouvre, j'allais dire, aussi à l'aune d'un certain nombre d'événements, le Covid et autres, qui nous ont peut-être mis en situation d'isolement. Alors d'abord, de quoi on parle quand on parle de collaboration ? Déjà pas l'organisation dans laquelle on est, puisqu'on n'est pas ici dans une situation qui permet de collaborer, comme parfois en classe, où on demande de collaborer, mais finalement, on est dans des environnements qui ne sont pas vraiment propices. Alors, de quoi on parle ? Juste pour poser quelques définitions et quelques cadres. Alors déjà, la collaboration, ce n'est pas la compétition. La compétition, depuis tout petit à l'école, on nous a appris à être meilleur que son voisin, à avoir de bonnes notes. Donc cette logique un peu quand même d'élitisme et de réussite, qu'on prolonge dans l'entreprise. Quand vous regardez tout l'appareillage gestionnaire des entreprises autour de la gestion des talents, autour des primes individuelles, autour des plans de carrière, autour de tous les dispositifs qu'on met en place pour finalement valoriser des hauts potentiels, on est dans un domaine de concurrence et de compétition. Alors la performance collective dans ces modèles-là, c'est la somme des performances individuelles. Il y a certaines équipes de foot d'ailleurs qui essayent le modèle de mettre des stars ensemble sur un terrain pour voir ce que ça donne. Donc la compétition, c'est certainement pas la collaboration. Le deuxième mot auquel on peut rapprocher la collaboration, c'est la notion de coordination. La coordination, ça laisse la place aux organisations, aux règles, aux systèmes qui vont permettre à des services, à des départements, à des activités différentes de bien travailler ensemble. Pas toujours, parfois la coordination elle a quelques grains de sable. Et donc la performance collective dans le monde de la coordination, c'est finalement la performance de l'organisation, des procédures, des règles qui nous permettent quand même un minimum d'ajustement. Alors on en arrive évidemment à notre sujet de la collaboration-coopération. Toujours un peu compliqué de distinguer un peu les deux, avec de multiples définitions. Donc moi je suis revenu un peu aux origines latines. Voilà, collaboration c'est cum laborer, c'est-à-dire travailler ensemble, c'est-à-dire qu'on décide de participer effectivement à une activité commune en mettant en place un certain nombre de processus sociaux, un certain nombre de relations, de règles du jeu entre nous qui vont nous permettre de travailler ensemble. La coopération, c'est cum opus, coopération ça vient d'opus, c'est l'œuvre. Là on est plutôt dans l'idée de créer ensemble une œuvre commune. Donc là, on est plutôt dans cette logique d'objectifs communs, de solidarité. En tout cas, la performance dans ce modèle-là, c'est la performance qui est basée sur des processus sociaux. C'est-à-dire ce qu'on va, entre individus, décréter comme façon de travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. C'est pas trop nébuleux ce que je vous raconte, ça va ? Alors si c'est pas trop nébuleux, je vous propose de regarder la coopération en action au travers d'un quatuor. Bon, il faut juste que je trouve comment ça fonctionne. Voilà, je crois que si je lance YouTube, alors je vais vous mettre un petit intermède musical et vous expliquer en même temps comment fonctionne un quatuor. Alors un quatuor, c'est la configuration la plus compliquée en musique parce que vous n'avez pas de chef d'orchestre, comme vous voyez, et vous avez 4 musiciens, on va attendre que l'introduction passe, mais c'est pas très grave, qui doivent jouer ensemble une œuvre musicale. Alors, quand vous voyez un quatuor, vous imaginez les 4 meilleurs musiciens au monde qui sont ensemble. Je ne sais pas comment je peux baisser un peu le son, mais c'est pas grave. Si chacun des musiciens joue au top de son talent, même si vous n'êtes pas mélomane, vous apercevez que finalement le résultat est assez moyen. Il n'est pas terrible. Donc le quatuor est une configuration particulière qui oblige chaque musicien à dégrader son talent individuel pour le mettre au service d'une construction collective qui se fait par non pas la juxtaposition, mais l'imbrication des compétences. Alors vous voyez qu'il n'y a pas de chef d'orchestre, on est dans des leaderships tournants.
un moment c'est le violon, un moment c'est le violonciel qui va le prendre le lead. Vous voyez qu'il y a une communication intense au travers du corps, au travers des yeux, au travers du non-verbal. Donc ces musiciens se parlent en permanence, donc s'ajustent, se coordonnent mais aussi collaborent, inventent au moment donné une autre façon de jouer le morceau. Et donc on est vraiment sur une logique où l'individu se met au service du collectif, mais le collectif ne dégrade pas le talent individuel. Donc une forme assez complexe finalement de travail collectif. Alors je vous arrête le... Non, je ne sais pas comment je fais. Je vais les arrêter parce qu'ils vont jouer toute l'après-midi sans ça. Alors je pense que je vais faire comme ça pour avancer. Ah oui, je voulais même vous dire que ces modèles très simplistes, compétition, coordination, collaboration, coopération, parfois ils se mélangent. Voilà, vous avez monsieur et madame Smith ici qui se détestent, qui sont ennemis jurés, prêts à se tuer, et puis qui finalement se rapprochent et se retrouvent à un moment donné. Et ça, dans l'industrie, on voit en permanence des concurrents qui mettent leurs efforts et leur synergie ou leurs ressources ensemble pour collaborer sur certaines parties de la chaîne de valeur ou pour obtenir des marchés. Donc, encore une fois, la réalité peut parfois mélanger la coopération, enfin la compétition et la coopération pour donner des formes un peu hybrides. Voilà, une autre forme hybride, c'est celle qu'on connaît bien, où la collaboration, elle a quand même besoin de la coordination. Je prends l'exemple du sport avec le handball, qui est un sport que j'affectionne particulièrement. Vous voyez ici Daniel Costantini, qui est le premier entraîneur de l'équipe de France de hand, qui vous explique qu'en fait, une équipe de sport collectif de très haut niveau, elle doit s'entraîner en permanence pour répéter ses basiques. C'est-à-dire intégrer ces éléments de coordination qu'on appelle en sport des automatismes ou des combinaisons. Voilà. Et plus on aura répété des combinaisons de jeu automatiques, plus on pourra improviser, c'est-à-dire collaborer et inventer une œuvre ensemble ou une phase de jeu ensemble quand la situation l'imposera. C'est aussi ce qu'on connaît bien dans la musique. Vous savez que les musiciens ont des patterns musicales, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des séquences musicales qu'ils apprennent par cœur, des combinaisons, si vous voulez, des procédures, duquel, quand ils se mettent à improviser, ils sortent de ces procédures, ils partent en impro, donc en collaboration ou coopération extrême, et quand ils commencent à être un peu perdus, ils reviennent sur leurs procédures pour se recaler, se réajuster. Donc la coordination, évidemment, est au service aussi de la collaboration. Voilà, ça c'était la partie la plus compliquée. On va maintenant se dire, ok, collaborer, coopérer, pourquoi c'est important en fait ? Voilà, donc là, je vais enfoncer quelques portes ouvertes pour vous rappeler, au-delà du fait que la coopération est un attribut de l'être humain, qu'on a de bonnes raisons aujourd'hui, en tout cas, de collaborer et de coopérer, et donc de travailler ensemble. La première, c'est qu'on est dans des situations de très forte incertitude. Il y a un atelier ce matin qui en parlait, face à de multiples choix, de multiples décisions, souvent un peu dans le brouillard, et qu'on n'est jamais plus fort ensemble que quand il faut prendre des décisions en situation d'incertitude. Voilà. Et puis, face au risque, je vous mets une image d'une équipe commando. Là, vous savez que dans une équipe commando, celui qui dirige l'équipe commando, c'est le soldat qui est le plus près du terrain, le plus près de la source de l'information. Et quand un soldat est plus près, change en fait de situation, c'est un autre soldat qui va prendre le lead. On parle de leadership distribué ou leadership tournant, quelque part. Donc voilà, vous avez des modes organisationnels où face au risque, il faut qu'on fasse tourner la prise de décision et qu'on ait des règles collectives qui permettent de décider ensemble et de s'adapter très rapidement. Donc une bonne raison de coopérer, c'est le risque, l'incertitude et la nécessité de trouver des solutions, même imparfaites, ensemble. La deuxième bonne raison, on nous a toujours appris à l'école qu'un problème, il était bien posé et qu'il y avait une seule bonne réponse. Bon, on voit bien aujourd'hui que les problèmes sont mal posés et qu'il y a toujours une infinité de réponses. Donc face à la nécessité de trouver des alternatives, il vaut mieux être plusieurs avec en plus des points de vue un peu différents. Puis en plus, quand vous vous trompiez, on vous faisait bien remarquer avec un gros faux en rouge dans la marge, bien culpabilisant que c'était faux. Aujourd'hui, on est dans un monde, on le sait bien, d'essai-erreur, où à plusieurs, on va justement mettre en place des solutions qui ne sont pas forcément parfaites, mais qu'on va réajuster. Donc une nécessité de changer quand même un peu nos référentiels et nos façons de fonctionner par rapport à des problématiques qui sont posées. Une autre bonne raison, vous voyez ici comment on peut sauver une capsule spatiale, c'est de se mettre à plusieurs pour d'abord mettre en synergie des compétences et des expertises, et puis peut-être pour inventer des solutions nouvelles à des problèmes qu'on n'a pas encore traités et résolus. Et l'invention, l'innovation, elle n'est qu'une œuvre collective, à part l'inventeur génial dans son coin. On sait bien qu'il faut manier des talents, des marketeurs, des financiers, des ingénieurs pour avoir une information viable sur un marché. Donc la coopération, c'est la base aussi de l'innovation.
Puis le dernier élément qu'on a tous vécu pendant le Covid aussi, hein, c'est la coopération, c'est être avec d'autres. Donc se nourrir et grandir au contact des autres. Et puis c'est un sentiment d'appartenance et de sens. Je fais partie d'un groupe, je fais partie d'une communauté. Le Covid a remis la question de l'isolement, effectivement, un peu au centre des débats. Et la coopération a aussi cette vertu de nous faire retrouver de l'identité et du sens social au sein de groupes et de communautés. Donc voilà de bonnes raisons, j'allais dire, de revenir sur cette notion de collaboration et de la renforcer. Alors, le tenant de mon propos est de dire que d'abord, il faut qu'on apprenne à collaborer. C'est pas évident, l'école nous a jamais appris à collaborer, surtout une école de ce type-là, et que collaborer peut aussi permettre d'apprendre. Alors apprendre à collaborer, ça veut dire quoi ? 3 ingrédients peut-être de l'apprentissage de la collaboration que je partage avec vous, qui sont des éléments de vécu. Le premier, c'est l'incomplétude. Quand on veut coopérer, on a besoin des autres, donc il ne faut pas tout savoir, il ne faut pas tout délivrer, il faut être incomplet dans ce qu'on va donner pour laisser de la place à l'autre. Voilà, moi, on récupère à l'EM Lyon des étudiants qui ont une tête bien faite, qui ont fait les meilleurs bacheliers, mention très bien, préparation aux écoles, etc. Et quand ils arrivent chez nous, on essaie de leur apprendre à ne pas tout savoir, à mettre en évidence leur ignorance pour laisser de la place à l'autre. Voilà, la collaboration, c'est aussi ranger un peu son ego et c'est de laisser de la place pour co-construire ensemble. J'ai eu une pratique, moi, quand je dirigeais la direction académique de l'école, c'était de faire moi-même les comptes rendus de toutes les réunions et jamais de les faire de façon complète. Il y avait toujours des blancs, il y avait toujours des erreurs dans mes comptes rendus. Pourquoi ? Parce que ça permettait aux autres de corriger et donc en fait de faire un compte rendu collaboratif. Deuxième image, elle est sur la montagne. Quand vous avez une expédition de montagne ou polaire un peu risquée à faire, vous allez tester évidemment les individus qui constituent la cordée avant de partir. Et un des éléments clés de sélection dans une équipe de haute montagne ou équipe commando d'ailleurs, c'est un peu la même chose, c'est la vulnérabilité. C'est être capable de dire très vite, je ne vais pas y arriver, je vais avoir un peu de mal. Voilà, vous mettez 25 kilos sur l'épaule d'un certain nombre de personnes, vous les faites gravir un sommet. Il y en a un très vite qui va vous dire génial, j'y vais, je suis Rambo, et hop, il part tout seul devant. Puis l'autre qui va vous dire moi j'ai un peu de mal, la résistance c'est pas mon point fort, il va falloir que vous m'aidiez ou qu'on fasse plus de pauses. En faisant ça, en faisant cette déclaration de faiblesse ou de vulnérabilité, en fait, il provoque la coopération. Les autres vont dire bien sûr on va t'aider, en plus on a compris cette faiblesse-là, c'est important de le savoir avant de partir en expédition. Donc être capable, et là aussi on n'a pas appris à exprimer ses faiblesses ou ses points faibles, est une façon de créer de la coopération. Et puis le troisième, comme tout acte, il faut vouloir coopérer, il faut savoir coopérer, et il faut pouvoir coopérer, c'est-à-dire d'être dans un contexte qui le permet. Alors je vais revenir sur des éléments que vous connaissez bien dans le monde de l'éducation, c'est les aménagements, les espaces, c'est un des éléments de la coopération. On coopère mieux quand on est dans des environnements de ce type-là que quand on est dans un amphithéâtre habituel. Donc voilà des éléments qui aident au pouvoir collaborer et qui sont des facilitants par rapport à l'envie de collaborer. Et puis je ne résiste pas à vous passer quelques images d'un laboratoire d'innovation pédagogique qu'on avait mis en place il y a 2-3 ans, le SILEX, où on avait été très loin sur la rupture des aménagements d'apprentissage, en créant beaucoup de transparence, beaucoup de mouvement, beaucoup de modularité. Et vous avez ici une image de notre futur campus, je fais un peu de pub au passage, de EM Lyon, qui sera ouvert en 2024, et qui se veut un campus de collaboration, c'est-à-dire avec à la limite pas de mur, pas de frontières, pas d'espace dédié et une très très grande modularité avec beaucoup de transparence, voilà, que vous voyez très rapidement sur ces images. Donc, apprendre à collaborer, c'est pas évident, on nous a jamais appris à le faire, donc vous voyez qu'il y a quelques ingrédients un peu spécifiques que j'ai voulu illustrer. Et puis collaborer pour apprendre, parce que finalement, on nous a aussi toujours interdit de discuter avec son voisin en classe, de copier avec son voisin en classe. Donc, on nous a même freinés dans nos envies de collaborer, qui sont encore une fois naturelles, humaines, quand on est petit garçon ou petite fille. Donc, collaborer pour apprendre, ça passe par quoi ? Heureusement, par des démarches pédagogiques aujourd'hui qui sont beaucoup plus actives, beaucoup plus collaboratives, dans des logiques de projet, bien évidemment, mais aussi dans des logiques d'apprentissage entre pairs. On sait bien que l'apprentissage, en fait, c'est un mécanisme social. On apprend par de la transmission, par du mimétisme, par les autres, avec les autres. Donc on a aujourd'hui des formules pédagogiques, on va en voir encore cet après-midi, qui évoluent vers du collectif. On va mettre des individus ensemble pour apprendre aussi des uns des autres, pas simplement d'une transmission qui est donnée. Et puis on a aussi des évolutions dans des appareillages un peu étonnants, aujourd'hui de professeurs qui travaillent avec des ingénieurs pédagogiques, avec pourquoi pas des professionnels de l'entreprise. On le verra tout à l'heure avec des lycéens qui travaillent avec des collégiens, avec une plus grande porosité, en tout
cas entre tous les mondes qui participent à une expérience éducative. Alors vous mettez le nain, le champion, le roi, vous mettez des populations différentes avec des expériences et des profils différents ensemble, et vous avez forcément une expérience pédagogique pour l'apprenant qui est totalement différente, car elle est co-construite. On est dans l'ère du co-conçue, co-construite, coproduite. Voilà. Et le but de tout ça, c'est l'expérience apprenant. C'est-à-dire que quand vous dites comment je favorise et j'augmente l'expérience apprenant, c'est en mettant de la technologie, c'est en mettant de la pédagogie, c'est en mettant des espaces de travail différents, c'est en faisant un mix pédagogique qui nécessairement nécessite différentes expertises et va puiser dans auprès de différentes compétences. Voilà, et la techno, bien sûr, à ne pas oublier. Donc je pense qu'on a tous appris pendant le Covid qu'on pouvait finalement travailler ensemble à distance, que le travail collectif était finalement réalisable au travers de technologies qu'il favorise. Alors ça, c'est une partie de la collaboration. N'oublions pas que, résistons à si vous en êtes d'accord, à la tendance qui serait de dire on peut tout remplacer par de la distance, et plus jamais se voir. On sait bien que l'être humain a besoin d'oralité, de non-verbal, de processus sociaux qui le fait appartenir à une communauté. Donc je vous engage à distinguer le travail collectif qui permet de travailler ensemble, effectivement, y compris en étant à distance, de la création et de la nécessité de garder des collectifs de travail, qui ne sont pas la même chose. Des collectifs de travail, c'est quoi? C'est des espaces qui peuvent être physiques, principalement, où on va aussi se dire bonjour, boire un café ensemble, se passer de l'info, s'entraider de façon non prévue, et qui finalement va souder une communauté qui sera d'autant plus à l'aise pour travailler ensemble qu'elle aura vécu dans un collectif de travail avec des sentiments d'appartenance, avec de la relation informelle, avec des petites connivences et complicités quotidiennes. Donc, bien sûr, on peut travailler à distance et on peut favoriser le travail collectif à distance, mais n'oublions pas la nécessité d'avoir des lieux d'ancrage autour de collectifs de travail qui permettent de se côtoyer. Donc la techno n'est qu'un facilitateur de la relation, mais ne peut pas remplacer, me semble-t-il en tout cas, la relation humaine. Voilà, donc le high-tech doit rimer avec le high-touch. Plus on va aller dans des solutions techno, plus il va falloir penser les moments d'interaction humaine avec cette logique d'hybridation sur laquelle on est tous en train de travailler. Ben voilà, j'ai terminé. J'ai plutôt envie de vous dire que maintenant c'est à vous de jouer, c'est à nous de jouer tous. On sait bien que on accepte tous l'idée qu'il faut changer, mais quand il faut s'y mettre soi-même, parfois c'est un peu plus compliqué. Donc je pense que cette journée, elle sert aussi à nous mettre tous en mouvement par rapport, en tout cas, à plein de sujets, mais au moins à ce sujet du travailler mieux ensemble au profit de nos apprenants, quels qu'ils soient. Voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai tenu. Mais c'est parfait, on va avoir un peu du temps pour des questions, donc il n'y a pas de souci, bravo. Est-ce qu'il y a des questions du coup dans l'Assemblée ? Ce n'est pas forcément un exposé qui prête aux questions d'ailleurs. Par contre, moi ce qui m'intéresserait, c'est savoir si vous avez des réactions, des commentaires, des choses que vous avez chopées, avec lesquelles vous repartez. Ça peut être ça aussi. Si on a quelques minutes, pas obligé d'avoir des questions, j'aurai pas les réponses de toute façon. Donc. J'en ai une. Alors attendez, j'en ai deux. C'est souvent comme ça. Merci. Bonjour Monsieur Thierry. Séverine Besson, Act for Talent, on se connaît un petit peu. J'ai toujours eu beaucoup de mal, et tu le sais, avec la notion de collaboration et coopération. Alors tu l'as survolé. Est-ce que ça te dérangerait d'aller un peu plus profondément sur la différence, peut-être un peu subtile ou pas, qui est entre ces deux notions? Merci. Alors on va collaborer parce que tu as besoin de moi et je vais te rendre un service. Voilà, on a collaboré. On va coopérer, c'est-à-dire qu'on va s'asseoir ensemble et on va se dire qu'est-ce qu'on fait ensemble, quelle co-responsabilité on va mettre sur le projet, quelle relation de communication fréquente, qu'est-ce qu'on construit ensemble, ce qu'on ne peut pas faire tout seul. Donc pour simplifier à mort, entre la relation d'aide, d'entraide, de collaboration, mais qui peut être relativement pas pérenne dans le temps, en tout cas ponctuelle, comment on va vraiment mettre en place tous les processus de codécision, co-responsabilisation d'un projet qu'on va mener ensemble, d'une œuvre que je ne suis pas capable de faire, que tu n'es pas capable de faire, mais qu'on va construire ensemble. J'ai une autre question. Yannick Raffnel, Tech France. Ces notions de collaboration, de coopération sont fondamentales dans l'univers de la formation.
comment est-ce que l'on peut induire cet état d'esprit dans une organisation que l'on voudrait transformer en organisation apprenante? Ça serait quoi vos conseils? Alors, je repasserai presque le micro à Séverine, qui est une spécialiste du sujet. Je ne sais pas, j'ai de conseils à donner à personne. J'ai juste moi une expérience où on a voulu, au travers de l'espace dont je vous ai parlé rapidement, créer un lieu à la fois nouveau en termes d'aménagement, mais aussi du coup très expérientiel dans ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire la capacité de personnes qui ne se connaissent pas à se rencontrer déjà à premier niveau et ensuite à travailler ensemble. Donc comment générer des environnements coopératifs? J'aurais une réponse un peu simpliste, mais quand même assez, je pense, vraie, et de commencer par des projets très concrets où on va mettre l'apprenant au centre. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'on va apporter à cet étudiant, à ce cadre, à ce jeune, peu importe, en termes d'expérience augmentée ou d'apprentissage augmenté, et qui nécessite finalement qu'on travaille ensemble de façon très concrète, qu'on identifie nos compétences les uns les autres, et qu'on crée en fait un collectif qui va délivrer cette expérience. Très souvent, le monde de l'éducation, on est quand même dans un prof, avec des gens qui aident éventuellement à côté, et avec une vision plutôt dominante, pour faire très très simple. Là, on voit bien aujourd'hui qu'on est dans une logique de quatuor. Il va falloir que chacun mette son expertise au service d'une œuvre commune, donc d'un projet commun, d'une prestation commune, qui est d'une nature un peu différente. Regardez des projets tech qui nécessitent effectivement des dimensions méthodologiques, qui nécessitent des dimensions didactiques, etc. Donc, il faut se méfier, je pense, des grands projets de collaboration, où on va signer des partenariats, y compris entre des acteurs très différents. Moi, je proposerais plutôt de commencer par la coopération sur des activités et des projets très concrets qui permettent d'apprendre à ces acteurs à travailler ensemble. Un quatuor, c'est des heures et des heures et des années d'entraînement. Eh bien, apprendre à travailler ensemble, aller chercher le savoir-faire spécifique de tel ou tel maître d'œuvre, de tel ou tel acteur, pour pouvoir, sur la base de ce projet, donc de coopération, peut-être derrière mettre des accords de collaboration qui vont permettre d'amplifier. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, mais je pense que l'action par le projet concret avec des résultats assez courts, on sait ce qui était évoqué ce matin, hein, le changement et l'incertitude nécessitent des petites victoires, en fait, des résultats assez courts. Commençons finalement par créer ces petites victoires ensemble, ça va nous donner envie d'aller beaucoup plus loin et ça va nous avoir appris beaucoup sur la façon dont on peut manier et marier nos compétences. Oups. On a le temps pour une dernière question. Bonjour, Antoine Gire-Michelin. Comment vous faites pour passer ensuite à l'étape suivante, pour débloquer la situation des gens qui veulent du changement, qui ne sont pas prêts à changer? Alors là, il nous faut 3 heures, beaucoup plus que ça d'ailleurs. Non, j'ai évidemment pas de réponse toute faite et miracle par rapport à ça. Encore une fois, je vais vous parler de mon expérience, parce que finalement, c'est aussi comme ça qu'on apprend des uns des autres. Nous, on a fait des choses assez classiques pour faire évoluer une faculté ou pour faire même évoluer une organisation. On n'a pas annoncé de grand soir, on a joué les petits matins quotidiens. Voilà, c'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur les premiers ambassadeurs, les gens qui avaient envie de tester de nouveaux espaces, de nouvelles pratiques, de nouvelles méthodologies. On en a fait des alliés. C'est eux-mêmes qui ont été portés la bonne parole dans l'organisation, qui ont commencé à parler entre pairs, et ça c'est très important, de pair à pair. Nous, on n'était rien pour susciter leur intérêt, donc de pair à pair. On a commencé à créer, vous savez, un effet masse, un effet de curiosité aussi, où des gens sont venus pour voir. Vous savez, dans la courbe de changement, vous avez la loi de Gauss habituelle, vous avez les 10%, vos ambassadeurs là, sur lesquels il faut vous appuyer tout de suite. Vous avez les 10%, quoi que vous fassiez, de toute façon, ne bougeront pas. Puis vous avez tout le milieu qui se pose des questions, qui ne sait pas bien et qui attend. Voilà, notre enjeu, c'était tout simplement la stratégie des alliés, comment on utilise les 10% pour faire bouger les 80%. Et la belle partie de l'histoire, c'est que ça suffit. Ça peut suffire d'avoir 10% d'une population qui est engagée et qui font basculer les 30, 40 ou 50% de population qui suivent. Alors après, il y a plein d'outils, il y a plein d'artefacts aussi pour... Voilà, nous, par exemple, on a mis en place beaucoup d'expérimentations jusqu'à mettre en place ensuite des effets cliqués d'apprentissage. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on institutionnalise un certain nombre de changements qui deviennent des vraies réalités sur lesquelles on ne peut plus revenir en arrière. Donc c'est un pilotage de petites expérimentations et de petites victoires qui, à un moment ou à un autre, rentrent dans l'organisation et on ne peut plus revenir en arrière. Voilà, c'est des dispositifs qu'on a mis en place. En tout cas, il y en a sûrement plein d'autres. Mais voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.